Donc, je commence les questions. Et donc, je dis, je jetterai de temps en temps un coup d'œil, mais pas plus que ça. Alexandra, je viens de regarder, de visionner la vidéo. Ah oui, c'est la vidéo de Jakikiri Jokaho. N'est-il pas mieux de placer l'objet sur un support neutre pour le faire? Comme on ne doit pas le faire sur tout ce qui est vivant, pourquoi utiliser notre main? Mais la réponse est très très simple. Euh, Quand je tiens quelque chose dans ma main, imaginez, je tiens quelque chose dans ma main et je fais les gestes par-dessus, je le fais pourquoi? Quelle est mon intention? Mon intention est de neutraliser l'énergie de cet objet et non pas de ma main, n'est-ce pas? Et donc, je n'ai jamais eu l'idée de faire ça sur ma main pour neutraliser l'énergie de ma main. C'est très très complexe comme imagination. Je n'ai pas autant d'imagination. Donc c'est pourquoi c'est tellement plus pratique de faire ça que de le mettre sur un bureau ou sur un objet. Donc ça ne fait absolument aucun dégât, aucun problème à la main. Sais-tu, la deuxième question, toujours par rapport au Jakikiri Jokaho, sais-tu ce que ça fait sur quelque chose de vivant? Euh, D'après ce que j'ai pu observer et comprendre, est qu'il y aurait une sorte de court-circuit énergétique. Donc, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui serait mort à cause d'un Jakikiri Jokaho. Mais si on pense plutôt aux petits animaux, aux petits organismes, les plantes, ainsi de suite, c'est vraiment pas intéressant de provoquer un court-circuit énergétique, donc ça ne circule pas bien. J'ai vu un court-circuit énergétique chez un être humain, pas provoqué par le Jakikiri Jokaho, mais par une autre technique qui n'était vraiment pas adéquate. Et donc, je vous assure que c'est pas intéressant. En tout cas, moi, je n'ai jamais osé, ça c'est le mot, je n'ai jamais osé tester cette technique sur un être vivant sentient, donc quelqu'un qui pourrait me faire un retour, ah oui, j'étais pas très bien, oui. Donc, si vous avez un volontaire qui vous permet de faire ça sur lui et vous avez ensuite, vous osez partager les effets, je les prends volontiers. Voilà, Laurent qui nous dit, notre mémoire commence à se former 18 mois avant la naissance, donc 9 mois avant la conception. Je n'arrive pas à comprendre, on est en dehors de la sphère physique de l'individu. Notre mémoire ne peut commencer qu'au maximum au début de la période intra-utérine. Oui, le mental nous dit cela, Laurent, mais le fait est que ça, ce n'est pas une nouvelle idée, c'est pas les dernières, je ne sais pas combien d'années qu'on l'a inventé, on la retrouve dans la médecine chinoise, exprimée d'une forme différente, mais dans la médecine chinoise, on parle de la formation des 4 cieux, et dans les 4 cieux, il y a incluse la mémoire, et cette formation des 4 cieux commence justement 18 mois avant la naissance, donc 9 mois avant la conception. De plus, il y a un truc que la mémoire, on a l'habitude de peut-être de la connecter automatiquement au physique, mais si je vous dis, et c'est où le siège exact de la mémoire, et de la mémoire émotionnelle, et de la mémoire de plaisir et de non-plaisir, ainsi de suite, c'est tellement complexe que j'ai accepté, mais sans aucun problème. Et de plus, des psys de nos jours, les psys acceptent cette idée que notre mémoire, on ne sait pas très bien où elle est stockée, dans le subtil, mais notre mémoire se forme 9 mois avant la conception. Et si jamais, cette idée quand même te gêne, on saute les premières 9 mois. À mon avis, c'est pas les pires, les plus importants. Hein? Mais sinon, on fait une semaine de plus, c'est pas grand-chose. Ensuite, Nicole, question par rapport à l'envoi à distance. Le protocole que j'utilise, c'est quand je travaille avec le papier, je dessine les symboles, plus le prénom ou la phrase, 5 symboles Reiki, 8 symboles Karuna, je plie puis dessine avec la main les symboles sur ce papier et le garde 3 minutes entre les mains pour le charger.
Idem avec le cristal et avec le papier plus cristal. Au total, plus de 9 minutes avant de commencer l'envoi proprement dit, qui lui, il va durer entre 5 et 10 minutes. Lors de nos rendez-vous le soir, la procédure est bien plus simple. Est-ce que la procédure ci-dessus a été faite en amont ou bien peut-on considérer qu'elle n'est pas indispensable? D'une façon générale, commentaire général, est que tu te compliques la vie beaucoup, Nicole. De toute évidence, le papier a été préparé à l'avance. Donc, la préparation du papier n'entre pas dans les 5 à 10 minutes. Donc, j'écris sur le papier la phrase ou le prénom, je dessine les symboles que j'ai à ma disposition, je le plie, et voilà mon support pour faire l'envoi à distance. Avec cela, j'ai à côté, peut-être, j'ai mon cristal qui a été, lui, nettoyé d'après les règles. Et maintenant, je n'ai pas besoin, ça c'est le truc, je n'ai pas besoin de refaire les symboles sur le papier ni sur le cristal. Je n'ai pas besoin de charger le papier. Charger le papier, c'est une notion très curieuse, n'est-ce pas? Parce que nous ne chargeons pas le papier, c'est pas le papier qui va envoyer. Le papier, ce n'est que le support mental, le point de focalisation de notre attention et intention matérialisée pendant l'envoi, et c'est tout. Donc voilà, j'espère que tu comprends, que vous comprenez que effectivement le papier c'est très intéressant, point de focalisation. Le cristal, c'est lui qu'on charge et on programme en le tenant dans la main. Et voilà, effectivement, quelques minutes pour préparer le papier et ensuite on fait les 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, l'envoi à distance commence et le chargement et la programmation du cristal aussi. Chargement du cristal. Après nettoyage 24-48 heures, donc ça c'est la toute première fois. Utilisation, faut-il le charger en dessinant sur lui tous les symboles? C'est ce que je dis? Non. Non. Donc la question numéro 2. On visualise les symboles mental, émotionnels et de pouvoir sur les murs, plafond, au sol en commençant par la droite, c'est-à-dire à l'inverse d'une aiguille d'une montre. Qui a dit ça? Jamais, c'est la première fois que j'entends cela. Je ne dis vraiment pas que ce que je dis ou comment je pratique et j'enseigne, c'est vraiment la vérité ou la seule version possible, mais vraiment, je n'ai jamais entendu qu'il faudrait faire dans ce sens. Et non, ça n'a pas, il n'y a pas d'ordre. Dans l'autre sens, on commence avec le plafond, vraiment comme on veut, ça n'a aucune importance. Et question numéro 3, n'étant pas dans notre lieu de vie, comment fait-on pour débarrasser, extraire de ce lieu tout ce négatif? Ben, on amène un sac plastique avec et on le met dans le sac plastique. Ou on accepte l'idée qu'en réalité, quand nous utilisons ces symboles pour nettoyer un espace, nous ne débarrassons pas l'espace. C'est les symboles, l'énergie Reiki qui va neutraliser l'énergie lourde, non bénéfique, non positive. On est d'accord? Donc, l'énergie va neutraliser et non pas balayer et enlever quoi que ce soit. Comme dans le Reiki, une séance normale, autotraitement, séance pour une autre personne, nous n'enlevons rien. C'est pourquoi, vous vous rappelez, on a dit, la table de massage peut avoir des pieds en bois, en métal, en plastique, en ce que vous voulez, rien ne s'écoule par la table de massage. Mais nous apportons l'énergie Reiki neutralise ce qu'il y a à neutraliser. Et neutraliser, ça signifie plus 1, moins 1, ça fait 0, n'est-ce pas? Donc voilà. Merci Nicole. Agnès, je reviens sur les idéaux. La version japonaise traduite ne parle ni d'honorer ni de pardon inutile. Inutile de dire que je préfère. Alors pourquoi cette différence? Très bonne question Agnès. La différence vient du fait que, rappelez-vous, dans l'histoire du Reiki, que s'est-il passé? C'est Madame Takata qui a apporté le Reiki du Japon aux îles Hawaï, ensuite deux îles Hawaï aux États-Unis et ensuite dans tout le monde. Et notamment, si vous essayez de vous projeter, il y a 50, 60, 70 ans en arrière,
il aurait été très difficile d'imposer ou d'apporter une pratique telle qu'elle était faite au Japon et d'apporter la partie philosophico-spirituelle telle que c'était au Japon. C'était ni cohérent, ni compréhensible, ni accessible. N'oubliez pas que Madame Takata, quand elle a commencé à enseigner, elle l'a fait aux îles Hawaï, là où elle habitait. Et là, il y avait beaucoup de Japonais. Mais à l'époque, on parle quand même de personnes qui étaient des émigrants japonais ou des enfants d'émigrants japonais qui travaillaient dans les rizières, donc des gens qui n'avaient pas des études particulières. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Takata, qu'a-t-elle compris? Elle a compris qu'il fallait adapter la pratique et les explications à ces personnes-là qui étaient qu'elle avait devant elle. Et donc, ah, je vois. Y a-t-il un problème de son quelque part? Patrick, pour moi, quelque chose à faire? Moi, je ne sais pas faire plus parce que à mon micro, à la caméra, je suis au maximum. Euh, non, tout va bien, tout va bien. Ok, d'accord, très bien. Donc, Madame Takata a adapté la pratique et l'enseignement au monde occidental, merci Patrick, au monde occidental, aux îles Hawaï d'abord, ensuite aux États-Unis, au continent, et elle a adapté les mots utilisés dans les idéaux du Reiki au monde occidental. Pendant très longtemps, elle a été la seule et unique source. Ensuite, elle a, non seulement qu'elle a adapté, mais elle a ajouté, c'est elle, Madame Takata, qui a ajouté la phrase «J'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux». Ensuite, fin des années 90, ou deuxième moitié de 90, le contact avec le Japon a repris et la version en japonais est arrivée en Occident. On l'a traduite, mais quand même difficile de comprendre avec notre état d'esprit. Pourquoi les Japonais sont aussi durs, aussi carrés, tandis que les mots que nous utilisions jusque-là, c'était beaucoup plus voilà, flexible. Et quand moi, je me suis posé la question, que vais-je faire maintenant? Est-ce que je prends la version japonaise et je dis non, je ne suis pas japonais. J'adore le Japon et le sushi et le saké, mais je ne suis pas japonais. J'ai des connaissances très superficielles par rapport à la culture et la spiritualité japonaise. Je ne peux pas prendre cet outil, l'enseignement, tel qu'il est fait au Japon parce que je n'arriverai pas à le passer correctement. Et donc j'ai maintenu cet aspect-là. J'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux, comme j'ai expliqué l'autre jour, pour sa valeur inestimable au niveau du pardon. Parce que ça exprime le pardon. On n'a pas besoin d'honorer et encore moins d'aimer ces gens, mais de leur pardonner. Et si je ne pardonne pas, ça leur est égal, ça ne les touche pas. Si je leur pardonne, ça leur est égal, ça ne les touche pas. Mais si je leur pardonne, à moi, ça ne m'est pas égal et ça m'apporte un très grand plus dans mon auto-guérison intérieure, émotionnelle et spirituelle. Et comme on le sait, l'émotionnel, le mental et le spirituel peuvent avoir des effets très importants sur le physique. C'est pour ça, je pardonne pour moi et je ne pardonne pas pour les autres. Et c'est pour toute cette histoire que je garde les mots j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Et si ça ne te plaît pas, Agnès, mais c'est entièrement compréhensible, acceptable et il n'y a pas de souci. Et je continue. Sylvain, est-il possible d'avoir des phrases en japonais écrites en phonétique pour éventuellement mieux retenir la prononciation? Eh bien, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Est-ce que je vais le faire? Je ne vais pas le faire. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que je ne veux pas donner une version de phonétique à moitié correcte. Vous savez certainement qu'il y a une façon très claire, très bien établie de la phonétique. Donc, si quelqu'un d'entre vous, là, 390 personnes présentes, merci beaucoup d'être là. Et si quelqu'un d'entre vous sait écrire en phonétique vraiment correctement,
envoyez-le-moi s'il vous plaît et je le partage évidemment aussitôt. Sinon, si on n'arrive pas à ça, ben, ce qu'il faudra faire, écouter et écouter et écouter. Et quand vous avez l'impression que vous l'avez bien compris, vous vous enregistrez sur le micro de votre téléphone et ensuite vous vous écoutez. Écoutez la version officielle en japonais et votre version. Et là, vous allez vous rendre compte si vous le dites bien ou pas. Ce travail est particulièrement nécessaire pour les maîtres Reiki qui doivent, ils n'ont pas le choix. Vous avez choisi de devenir maître Reiki, alors le choix suivant est d'apprendre les 5 idéaux en japonais, savoir les prononcer impeccablement avec tous les et tous les sons un peu surprenants qu'on peut y avoir. Oui. Donc j'attends quelqu'un qui va m'envoyer par email. Vous voyez l'adresse mail où il est là. Vous voyez, je vais changer la couleur maintenant, on la voit bien, je pense. Envoyez-moi la prononciation en phonétique. Oui. Je continue. Lydie, pour le nettoyage d'un cristal, 2e degré, donc pas de grille, tu as dit aujourd'hui, 14 avril, qu'il fallait laisser couler l'eau sur le cristal 5 à 6 minutes. Est-ce que j'ai dit ça? Si j'ai dit ça, je doute. Je doute très très fort. Mais si j'ai dit ça, j'ai dit une bêtise parce que c'est 3 à 4 minutes. Pas 5 à 6 minutes, mais je pense que j'ai dit 3 à 4 minutes. Ça fait donc beaucoup d'eau qu'on peut récupérer. Vous mettez le ou les cristaux dans une passoire. Si vous avez une passoire en plastique, c'est encore mieux. Et vous mettez la douche, non pas le robinet, et en dessous un seau. Et vous pouvez faire plein de choses avec cette eau-là que vous avez récupérée. Je ne la bois pas, je ne vais pas cuisiner avec, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Donc, la question est, est-ce que peut-on utiliser l'eau de pluie quand il pleut? Donc, l'eau, il faut que l'eau coule. La coquille de Saint-Jacques ou encore l'encens, avec tout le respect, les ondes de forme ne nettoient pas à ma connaissance. Ou, je vais dire ça, à ma connaissance, les ondes de forme n'ont pas un effet de nettoyage suffisant. S'il y en a, probablement, mais pas suffisant. L'encens, pareil. Donc vraiment, croyez-moi, parmi toutes les méthodes que j'ai pu rencontrer à un moment donné, la seule méthode que je peux dire sur certains, valable pour tout le monde, c'est l'eau qui coule. Ouais. Robinet, douche ou pluie. Deuxième question de Lydie, que préconiserais-tu pour une personne de 60 ans qui a énormément de trous dans l'aura et des infections et ainsi de suite? Il y a un texte plus important, mais la réponse ne dépend pas de la description des symptômes. Donc, Lydie dit que cette personne-là, monsieur, si je ne me trompe pas, je lui faisais depuis juillet 2019 jusqu'ici des séances complètes de temps en temps. Mais ne voyant pas d'amélioration, j'étais déçu et démotivé pour suivre, me disant que cela devait venir de moi, bien sûr, mauvais élève, et aussi de lui n'accueillant pas forcément avec grande conviction, mais me réclamant quand même des séances. Je viens de reprendre les séances et commencer par 21 jours consécutifs. Alléluia. Que faire ensuite? Purification, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait le mot purification entre parenthèses. Donc, que faire ensuite? Alors, dans mon premier commentaire, depuis juillet 2019, des séances complètes de temps en temps. Est-ce qu'il mangeait de temps en temps seulement? Est-ce qu'il allait aux toilettes seulement de temps en temps? Donc, tous ses besoins vitaux, est-ce qu'il ne le faisait que de temps en temps ou tous les jours? Donc, quand une personne, rappelez-vous s'il vous plaît, règle de base, une personne va très bien, alors qu'est-ce qu'on va lui faire comme séance? Ben, on peut parfaitement lui proposer une séance de temps en temps, comme ça. Elle ne va pas très bien, il faudra lui faire le minimum les 4 séances consécutives. Un cas comme ça, où il a plein de trous, plein d'opérations, plein de staphylocoques. Ah, parenthèse, par rapport au staphylocoque, as-tu entendu l'idée, avez-vous entendu de la phagothérapie? Phagothérapie. Cherchez sur Internet, très intéressant. Phagothérapie, de phagocyte, non phagocytose. Phagothérapie.
Donc, une personne qui a de tels problèmes avec staphylocoque doré et tout ça, alors il faudra lui donner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, c'est une idée excellente de faire 21 jours consécutifs et que faire ensuite, encore 21, jusqu'à ce que tu sois profondément convaincu qu'il n'a plus besoin. Et pendant ce temps, il faudra, deuxième degré, tu as le symbole de pouvoir et tu peux boucher les trous de la personne, l'un après l'autre, dans le trou dans l'aura. Parce que si tu ne le fais pas, et avec tous les trous qu'il a, une bonne partie de l'énergie de Reiki qui va passer, de son énergie, et elle est perdue et il aura du mal à atteindre son niveau énergétique optimum. D'accord? Voilà. Madeleine, j'ai une question sur la bonne formulation correcte de notre intention sur une situation. Je croyais qu'il fallait exprimer une affirmation au temps présent, comme si l'action était déjà réalisée. Que les seuls verbes qui pouvaient être utilisés au temps présent sans risque sont être et avoir, et ainsi de suite. Vous avez certainement vu tout le texte sur, sur le document. Et tout cela est expliqué aussi dans le manuel de deuxième degré, dans le premier également. Donc, la question est, je me suis aperçu que parfois vos affirmations ne sont pas dans l'action déjà réalisée. Exemple, nous vivons dans l'abondance matérielle. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Oui, pour moi, vivre est très équivalent de être et avoir. Je vis ou je suis dans l'abondance matérielle. Je vis dans l'abondance matérielle, je suis dans l'abondance matérielle. Sommes-nous d'accord que c'est pratiquement le sens est pratiquement synonyme? C'est pour cette raison. Je sais, tu as raison, d'un point de vue strict règle, ce verbe devrait être formulé comment? J'ai vécu dans l'abondance matérielle, ben, je ne veux pas, j'ai vécu. Oui, je vis, n'est-ce pas? Ou ici la voix passive ne peut même pas être utilisée. Donc, oui, il y a probablement plusieurs autres verbes qui entrent dans cette exception et je n'ai aucune réserve, aucun problème de dire oui, je vis dans l'abondance matérielle, je vis dans la clarté mentale, ainsi de suite. Oui. Voilà, j'espère que on est bon. Philippe qui m'envoie un lien que je vous l'ai dit là, parce que maintenant ça n'aurait pas de sens de vous le dire, un lien qui amène vers une fédérationformation.org. Fédérationformation.org, bien sûr, j'étais curieux, j'ai cliqué dessus et j'ai vu qu'on peut apprendre le Reiki pour 49 €. Et voilà. La question de Philippe est depuis quand la fédération forme à distance en formation Reiki en ligne? Eh bien, la fédération LFRU, la fédération de Reiki Usui, ne forme pas à distance, ne forme pas en ligne. Et en réalité, ici, vous vous rendez compte qu'il s'agit de vendeurs de documents PDF. Donc, voilà, lisez bien, regardez bien tout ça, parce que logiquement, jusqu'à maintenant, il y a eu un peu de vendeurs. Pendant le confinement, il y aura de plus en plus de vendeurs de logiciels PDF. Et donc, c'est leur affaire, bien sûr, c'est leur chemin, c'est bien sûr. Mais ça ne mérite même pas 3 minutes de colère ou de « Oh, c'est quoi cette histoire ?» Non, tout simplement, chacun son truc. Sylviane, petite question, comment fait-on quand on a un problème dentaire et qu'on ne peut pas poser la langue derrière les dents? Donc on a vu quelques techniques Reiki qui demandent cela, de toucher avec le bout de la langue juste au-dessus des dents. Eh bien, on va placer la langue quand même à cet endroit-là avec l'intention que l'énergie, la connexion énergétique se fasse. Et je vous dis, il n'y a aucun souci. Evis. Est-ce possible d'indiquer, quand l'occasion se présente, le choix des symboles Usui et ou Karuna que toi tu ferais pour accompagner les envois ou les ajouter sur le papier?
Ce serait pour moi un moyen de confirmer ou modifier mes choix en espérant ainsi augmenter l'efficacité des envois. Il me semble comme ça, que dans un premier moment, nous avons tous tendance à utiliser tous les symboles que nous avons, n'est-ce pas? Mais à partir d'un certain moment, il y a peut-être un peu d'intuition qui entre en jeu, mais il y a également la connaissance qui entre en jeu. Donc, je prépare un papier pour faire un envoi à distance pour moi, pour une question personnelle. Alors, je me dis, dans le Reiki Usui, y a-t-il des choix à faire? Non. Je prends tous les symboles, je les place tous sur le papier. Dans le Reiki Karuna, il y a des choix à faire? Oui, de mon point de vue, oui. Donc, quels seraient les symboles qui me serviraient pour atteindre, pour accomplir cette idée ou ce projet que j'ai? Et donc, c'est là que la connaissance intervient et je choisis les symboles qui me servent. Ouais. Je sens encore un symbole qui apparemment, théoriquement, n'a rien à voir, ben, je ne me gêne pas et je le prends aussi. Ouais. J'espère, Evis, que je suis suffisamment clair. Philippe, j'ai remarqué au fil des séances en direct que l'intensité et le rayonnement du faisceau d'énergie sont beaucoup plus puissants lorsque mes mains sont éloignées de quelques centimètres de la personne que si elles sont posées directement. Ce ressenti est aussi bien celui de la personne que le mien. Cela semble un peu paradoxal. Qu'en penses-tu? Paradoxal, plus ou moins. C'est pas vraiment paradoxal. Et tu as utilisé, je pense, le mot correct. Non. Tu as remarqué effectivement cela. Ok. Donc, de mon point de vue, c'est une question de perception et non pas d'énergie. Ce n'est pas l'énergie qui devient de plus en plus intense quand on éloigne la main du corps de la personne, mais c'est le fait que, n'ayant plus le toucher physique qui occupe une partie de notre capacité de perception, là, on ne perçoit plus que du subtil. Vous voyez? Et dans le subtil, on a cette sensation que nous avons, que nous interprétons, que nous appelons intensité de l'énergie ou chaleur ou des choses comme ça. Oui? Donc, de mon point de vue, l'énergie passe tout aussi bien, mais la personne ne sent plus nos mains physiquement et alors elle s'ouvre à une perception subtile et ensuite nous aussi. Ce que je te suggère, ce que je vous suggère est de continuer, bien évidemment, à toucher. Le toucher est très important, n'est-ce pas, au niveau émotionnel. Et à partir d'un certain moment, vous allez arriver dans un état tellement lâcher prise que vous allez oublier les sensations physiques. Et c'est là où vous aurez les mêmes sensations comme lorsque nous ne touchons pas, mais tout en touchant. Intéressant? Ça va venir. Deuxième question, c'est un témoignage de Philippe. J'ai une illustration de l'application de laser Ho. J'ai fait 3 séances à une personne qui avait plusieurs verrues. À ce jour, elles sont toutes desséchées. Alléluia. Comme convenu avec cette personne, je poursuis jusqu'à la 6e séance. Bien sûr, félicitations d'avoir choisi cette technique pour les verrues, pour lesquelles cette technique est particulièrement intéressante. Laurent, je fais un envoi toutes les semaines à ma maman assez âgée et éloignée qui souffre d'arthrose aux genoux et poignets et ça fonctionne puisque ses douleurs ont disparu. J'utilise pour cibler et insister de manière précise sur les endroits concernés une peluche assez grande, 70 cm, voilà, c'est pas mal. Et je me posais la question s'il est nécessaire avant et après la séance de faire un lissage de l'aura sur la peluche. Et je lis la deuxième question parce que ça se tient. Toujours avec cette même peluche, j'ai traité à distance la brûlure d'un ami sur le bras. Ça a fonctionné apparemment, puisque dès le lendemain, il n'avait plus mal et la brûlure a très vite cicatrisé. Toutefois, pendant les 20 minutes du traitement, il a fait des bonds sur son lit car la douleur ressentie était très forte. Le traitement des brûlures par le Reiki est-il toujours douloureux? Et y a-t-il un moyen ou une technique pour atténuer cela? Alors,
Euh, c'est vrai que on n'entend pas, je n'entends pas très souvent ce genre de commentaire que l'envoi à distance du Reiki sur une brûlure donnerait ce genre de douleur à faire des bonds dans le lit. Au contraire, il y a énormément de personnes qui ont dit que l'envoi de Reiki à distance fonctionne comme la technique des coupeurs de feu. Maintenant, par rapport à la peluche, plusieurs points. Par rapport à la peluche c'est la même pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle est la peluche? Un point de focalisation mentale pour nous. Focalisation de l'attention. C'est plus facile de se concentrer quand on touche quelque chose de concret, de solide, de matériel. Et donc, pour cette raison, on n'a pas besoin de faire le lissage de la peluche. Si tu veux, bien sûr, tu peux le faire, mais ça ne sert à rien. Euh, Ensuite, la peluche, on n'a pas besoin de lui faire le jakiki, le jokaho sur la peluche quand on l'utilise avec une personne différente. Euh, et quand on donne du reiki à une personne qui vient de se brûler, mettons, brûlure ici, et si je viens directement, je ne peux pas toucher sur une brûlure, n'est-ce pas? Donc je viens directement, ça va faire très, très, très mal, oui, à cause de la chaleur qui vient de ma main. Et donc il faudra commencer à une certaine distance et je m'approche doucement, très, très, très doucement. Je parcours cette distance peut-être en 10 minutes, ou moins, ou plus, si la personne me dit attends, ça brûle encore. D'accord? Je n'ai jamais entendu ce phénomène sur quelqu'un à distance. Je répète, mais peut-être que ça existe. Jean-Luc, il m'arrive bien sûr de faire des autotraitements complets, mais j'aimerais parfois ne prendre qu'une douche de Reiki pendant une dizaine de minutes. Actuellement, je me mets en méditation et j'imagine un flot d'énergie qui rentre par la couronne. Est-ce une bonne méthode ou y a-t-il d'autres? Euh, oui, toutes les méthodes comme ça, rapides, c'est juste, voilà, un petit amuse-gueule Reiki, si vous voulez. Ouais? C'est pas vraiment la vraie, le vrai autotraitement. Donc, on peut faire cela. On peut faire ce que on appelle par ailleurs la douche Reiki. C'est-à-dire, je me mets sous la douche. Quand je suis sous la douche, vraiment, je trace le symbole du pouvoir sur la paume de la douche. Mon intention est que le symbole reste là, emprunte l'eau qui tombe sur moi, et c'est plus facile d'imaginer, de visualiser ce que tu dis. Mais ma préférée, comme ça, vite fait et vraiment bien fait, c'est l'équilibrage des chakras. Vous vous rappelez, on place les mains sur les chakras en partant des extrêmes pour arriver au milieu. 1, 7, 2, 6, 3, 5 et 4 en double. Ouais? Pour moi, c'est le mieux. Frédéric, je suis maître depuis quelques années et je n'ai pas encore fait d'initiation. Malgré le fait que cette question concerne le niveau de maîtrise, je réponds quand même parce que c'est intéressant. Donc, maître depuis quelques années, je n'ai pas fait encore d'initiation. Le temps est venu et j'ai monté une première formation pour fin mai. En réalisant le manuel de premier degré, je me rends compte que vous parlez de 4 initiations lors de la formation. Or, je n'ai eu qu'une initiation pour chaque niveau. Aurais-je mal compris? Bien sûr, première chose, Frédéric, est de revoir ton manuel de maîtrise, si tu as mal compris ou pas. Mais si tu découvres que tu n'as pas compris mal, ce qui est probable, alors sachez en général que selon les écoles, le nombre d'initiations au premier degré peut être différent. J'ai choisi à faire 4 initiations et j'explique lors de la maîtrise exactement pourquoi et comment, quelles sont les circonstances, ainsi de suite. Mais sachez qu'il y a des écoles qui ne donnent qu'une seule initiation au premier degré et c'est des écoles valables. 2 initiations, 3 initiations ou 4 initiations. Du moment que dans cette école-là, c'est ainsi, alors c'est ainsi et ça ne pose aucun problème. Ouais? Voilà. Valérie, je regarde l'heure. Valérie, une question sur les symboles et leur représentation dans l'air. Je les dessine sur moi à l'inverse ou directement sur mon image en visualisant
en visualisation pour mes autotraitements. Je le dessine face à moi comme sur un tableau pour toutes mes autres interventions. Est-ce la bonne démarche? Simple. Protocole clair. Quand on commence à faire une action quelconque avec le Reiki, qu'il s'agisse de autotraitement, séance pour une autre personne ou envoi à distance, qu'est-ce qu'on fait? Kenyoku, j'active les mains, j'active les symboles, tous les symboles dans l'air que j'ai à ma disposition. Et ensuite, quand je fais mon autotraitement avec les yeux fermés, je visualise les symboles ici comme si c'était sur un écran devant moi. Je n'ai pas besoin de le visualiser sur moi. Ouais. Pour une autre personne, n'importe où j'ai les mains, je trace mentalement les symboles d'une façon cohérente et correcte de mon point de vue. Donc, même si je suis du côté de la personne, je ne vais pas obligatoirement tracer les symboles comme ça en suivant son corps. Je suis à sa tête, mes mains sur sa tête et son corps va par là. C'est pas par là que je trace pour moi d'une façon cohérente. Vous comprenez? Bien sûr, si vous voulez le tracer en tenant compte du corps de la personne, il n'y a aucun souci. Sur moi, qu'est-ce que je trace comme symbole sur moi? Je trace le symbole de pouvoir et je trace le symbole du cœur. Je trace le symbole de la gorge pour les mettre. Donc, on a vu que le symbole du pouvoir, on a le droit exceptionnellement de le tracer à l'endroit ou à l'inverse. Je n'aime pas le mot à l'endroit, à l'inverse, mais c'est un mot qui est utilisé beaucoup. Donc, dans un sens, dans l'autre, à condition qu'il soit tracé correctement, et tous, le grand et les 7 petits, dans le même sens. Le symbole du cœur et le symbole de la gorge, on ne peut pas le tracer autre que, quand on le trace sur soi, que comme si une autre personne le traçait sur moi. Ça, je pense que c'est la façon la plus compréhensible de dire comme si quelqu'un d'autre le traçait sur moi, non pas moi. Oui? Et donc, ça, c'est la façon correcte. J'espère que j'ai répondu à ta question. Cécile. Depuis quelques mois, je ressens des petites secousses plus ou moins intenses dans les mains lors des envois à distance. J'ai même le même ressenti, des micro-secousses et fourmillements dans le cristal quelquefois. J'essaie de me détendre au maximum et de ne pas y penser, de laisser aller, mais je ne sais pas si cela est normal. Des grandes secousses comme des pulsions, j'ai appris le même soir, quand on envoie à une autre personne, que la personne qui m'avait demandé de lui envoyer de Reiki quelques jours plus tôt était en train d'accoucher avec 3 semaines d'avance au moment de l'envoi. Je précise que lors des envois précédents à son intention, tout était calme. Ok. Est-ce un hasard ou le fait que son corps avait un besoin intense d'énergie à ce moment-là? Et alors, à ta question, est-ce normal? La réponse est oui, c'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse est je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Oui, voilà, non. J'ai vu un commentaire et j'ai reconnu les noms et je voulais voir si il est nécessaire d'intervenir. Excusez-moi. Donc, est-ce normal? Oui. Et ensuite, qu'est-ce que ça signifie? Aucune idée. Aucune idée. Et vraiment, le plus intéressant pour vous, pour tout le monde, est d'essayer de ne pas interpréter. Même si à un moment donné vous arrivez à une conclusion, à une interprétation, de toute façon, c'est un enseignement pour vous, une compréhension pour vous. Parce que vous avez des petites secousses, d'autres personnes bougent les mains, d'autres personnes pendulent, et ainsi de suite. Chacun d'entre nous, nous pouvons avoir des manifestations suite à l'utilisation de l'énergie, mais ça ne signifie pas, et ça c'est le point, ça ne signifie pas que c'est une manifestation universelle, valable pour tout le monde, avec la même interprétation. Donc, qu'est-ce que je fais? J'observe. Je ne me pose pas la question est-ce normal parce que tout est normal. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Et j'observe. Et j'observe. Et au bout de, je dirais, une moyenne de 150 ans de pratique quotidienne, peut-être que j'arrive enfin à une conclusion. Secousse comme ça veut dire ça.
Secousse comme ça veut dire ça. Ah, comme ça veut dire ça. Mais même à ce moment-là, de toute façon, ce sera une conclusion pour vous et pas universelle. Voilà, Sandrine, lorsque je fais plusieurs envois de suite, papier ou papier cristal, je souffre dans mes mains entre chaque, mais je dois refaire le Kenyoku, les symboles dans mes mains entre chaque envoi. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi tu souffres. Est-ce que c'est une question physique? Euh, et dans ce cas, il est vraiment intéressant de chercher la position la plus confortable. Entre deux envois à distance, nous n'avons pas besoin de faire le Kenyoku parce que nous ne sommes pas connectés, nous, directement. Nous n'avons pas besoin de faire les symboles dans les mains non plus puisque nos mains sont activées. Donc la seule chose que nous avons besoin de faire est de refaire les symboles dans l'air et dire qui est notre destinataire et trouver donc la position confortable. Sinon, mon conjoint est très fermé au Reiki, à l'énergétique, donc j'essaie d'être discrète et ne peut pas dire les Kotodama, sinon il me fait interner. Il y avait un grand sourire sur le papier. Ça va quand même si je le dis mentalement. Oui, mais pour qu'un Kotodama s'active pendant que nous le disons mentalement, il faut l'avoir dit 1,5 million de fois à haute voix. La règle, vous vous rappelez, est tout ce que nous apprenons, tout ce que nous intégrons en passant par les sens, l'ouïe, le goût, le ressenti et ainsi de suite, peut être par la suite reproduit avec les mêmes effets mentalement. Mais il faut faire cela. Il faut passer d'abord par l'essence, donc dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pendant la période de confinement, vous envoyez votre mari faire sa promenade quotidienne et à ce moment-là, Hoazihone, Hoazihone, je plaisante, vous le dites à haute voix si vous voulez. Sinon, bien sûr, une situation exceptionnelle, vous pouvez le dire mentalement. De toute façon, quand on parle d'envoi à distance et de répéter les symboles et les kotodama, on le fait plutôt pour soi et non pas pour l'envoi, parce que l'envoi fonctionne parfaitement bien. On a tracé les symboles dans l'air, on a dit le nom du destinataire et on place les mains en position. Ensuite, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas besoin de répéter pour améliorer l'envoi, mais nous avons de répéter pour rester focalisés et ne pas nous éparpiller avec plein de pensées inutiles. Voilà. Ghislaine, je choisis de prononcer ainsi. J'aimerais te partager un poème que j'ai reçu il y a 10 ans. Oui, le poème La main. Vous l'avez vu dans les documents que j'ai chargés sur le site aujourd'hui. Donc c'est vraiment, vraiment très, très joli. Ça fait très longtemps que je le connais. Je ne me rappelle pas non plus qui, non, pas, je ne sais pas qui l'a écrit parce que ça circule depuis au moins 20 ans ou plus et toujours sans auteur. Merci à l'auteur qui a écrit ce petit poème qui est très très sympa. Vous pouvez l'imprimer et le lire quand vous voulez, c'est très inspirant. Elodie, je suis initié Reiki premier degré. J'ai acheté votre manuel de Reiki. Je me suis aperçu que je n'ai pas appris le massage non professionnel. Ça, c'est grave. Après une séance, je lis de suite l'aura et fais le Hanshin Koketsuho. Et de plus, écrit parfaitement correctement. Félicitations, Elodie. Comment s'effectue ce massage non professionnel et combien de temps environ doit-il durer? Alors, le massage non professionnel, je ne sais pas comment l'appeler autrement, c'est tout simplement des gestes, des papouilles lourdes sur le dos de la personne, comme ça. On fait plutôt avec la paume des mains, non pas avec le bout des doigts. Et voilà, on va de cervicales jusqu'en bas de la colonne vertébrale, on fait quelques gestes comme ça, la personne commence à se réveiller et elle sait que maintenant c'est terminé. Donc, bien sûr, tout le monde a survécu sans le massage non professionnel. On ajoute cela, c'est plus facile de se réveiller en douceur, mais
Voilà, c'est pas une technique Reiki. Séverine, ma première question concerne le lissage de l'aura que l'on doit faire 3 fois. Mon maître m'a conseillé de faire la troisième fois en sens inverse, des pieds à la tête pour donner encore plus d'énergie. Qu'en pensez-vous? Eh bien, quand la règle est la suivante, quand on va de bas en haut, ce n'est pas, on n'apporte pas plus d'énergie, donc donner plus d'énergie, ce n'est pas l'expression correcte, mais stimuler l'énergie. Et donc l'effet est parfaitement connu. De la tête aux pieds, ça apporte un calme et sérénité. Des pieds à la tête, ça stimule. Non? Vous pouvez faire l'expérience quand vous voulez en dehors d'une séance de Reiki, c'est peut-être encore plus concluant. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour moi, ce n'est pas nécessaire cette stimulation parce que dès que la personne est descendue de la table, il y a le Hanshin Koketsuho qui réveille, stimule le corps et ancre la personne. Donc, ancrage, stimulation et réveil par le Hanshin Koketsuho qui n'est pas des petites caresses comme ça, n'importe quoi, la plume. C'est bien appuyé, vigoureux, sans exagérer. Oui? C'est vrai, une deuxième question concerne le symbole du cœur que l'on peut tracer sur le chakra du cœur en cas de fatigue. Comment le tracez-vous? Je le trace soigneusement. Je le trace, comme j'ai dit tout à l'heure, comme si quelqu'un d'autre le traçait sur moi. Et j'ai déjà expliqué que je prends la feuille de papier où le symbole se trouve, je la descends un peu, je regarde de haut en bas et je peux tracer sans aucune difficulté. Bien sûr, au bout d'un certain temps, on apprend à le tracer tout petit, vous voyez, vraiment tout petit, parce que le chakra du cœur se trouve là et il faut le tracer ici. On n'arrive pas jusqu'au chakra du nombril. Marie-Annabelle, j'ai fait une retraite Vipassana magique, basée sur la méditation et le silence total. On vous dit que cette méthode est compatible avec toutes les religions, mais surtout ne faire appel à aucun symbole. Et ainsi de suite. Donc, la méditation Vipassana, si vous ne connaissez pas, allez faire les recherches et allez faire une retraite de 10 jours de méditation. C'est vraiment très très fort, très intéressant et de mon point de vue parfaitement compatible avec la pratique du Reiki, entièrement compatible. Mais pour plein de raisons différentes, les gens en Inde, pas en France, pas en Europe, mais en Inde, ont donné l'indication, il y a plusieurs années, il y a pas mal d'années déjà, que les gens doivent faire un choix entre Vipassana et Reiki ou Vipassana et Yoga, Vipassana et Tai Chi, et ainsi de suite. Pour différentes raisons, plus ou moins cohérentes et plus ou moins acceptables de mon point de vue. J'ai essayé, il y a, je ne sais pas si c'est au moins 15 ans, de convaincre le responsable européen de Vipassana. Je n'ai pas réussi. Plusieurs années plus tard, un ami, Jean-Marc Bénard, a essayé également. Il n'a pas réussi. Donc, c'est un problème de conscience pour beaucoup de personnes et les personnes qui veulent pratiquer le Reiki et Vipassana en même temps doivent prendre une décision et doivent communiquer cette décision au centre Vipassana. Donc, je vous laisse votre choix, mais moi, pour moi, les deux, j'ai fait la retraite, c'est pour ça que je connais suffisamment bien, donc les deux sont entièrement, totalement, définitivement compatibles. Ouais. Madeleine, au moment de mes envois, lorsque je les nomme, je sens en moi une forte vibration, une résonance quand le traçage a été effectué en face plutôt que sur le côté. Y a-t-il une explication à cela? Non, je n'ai pas d'explication et comme j'ai dit il y a quelques jours, le traçage des symboles peut se faire en face, à côté, complètement de côté ou n'importe comment, vraiment n'importe comment. Et même je vous invite à essayer les différentes façons de tracer et aussi tracer couché à gauche, couché à droite, tête en bas et ainsi de suite. Donc le mot-clé c'est perception.
sentir et peut-être parce qu'il y a la position vous invite à ça, mais en tout cas, essayez tout. Et une fois qu'on a essayé toutes les formes imaginables, ensuite on se rend compte si c'est vraiment, si ça apporte une différence ou pas. Monique, j'ai commencé l'envoi de Reiki dans mon passé, je suis à la période au moment de ma naissance. Je me pose des questions. Est-ce normal de ne pas avoir des réminiscences de choses particulières ou souvenirs d'événements que j'ignorais par exemple? Ou est-ce que c'est lorsque dans ces envois, je serais arrivé à une période où il s'est passé quelque chose que j'en aurais le ressenti? Eh bien, Monique, ne te plains pas de ne pas souffrir. Qu'est-ce qu'on a dit? Que dans le Reiki, dans le passé, nous utilisons le Reiki, qui a sa propre conscience, qui suit les lois universelles, qui sait que la souffrance n'est pas nécessaire. Donc pourquoi faire? Faire remonter un souvenir ou une souffrance quand l'énergie même peut harmoniser cela sans aucune difficulté. Mais quand il y a un souvenir qui remonte, particulièrement rare qu'un souvenir à la naissance par exemple, remonte, le souvenir même concret, ce qui remonte le plus souvent c'est une émotion, c'est une sensation de souffrance. Et donc, s'il y a cette sensation de souffrance, ce n'est pas pour souffrir, mais pour lâcher, pour se libérer volontairement et consciemment. Pour dire les mots, vous vous rappelez, je me libère en ce moment de la cause de cette souffrance et de toutes ses conséquences. Quelqu'un avait ajouté en plus, et je me pardonne et je pardonne toutes les personnes impliquées dans cette situation. C'est un excellent ajout. Et voilà, on dit cette phrase 3 fois, et probablement qu'un peu de temps après, on, on est complètement libéré, on retrouve notre état agréable et intéressant. Il y a des personnes qui ne se libèrent pas si facilement, mais je dirais c'est un pour 1000, et encore un pour 1000 c'est beaucoup, et qui ont besoin d'aller voir un psychothérapeute ou quelqu'un d'autre qui leur donne des séances de Reiki ou avec qui on parle, ainsi de suite. Ça peut arriver, je n'exclus pas cette possibilité. Mais, la grande majorité des gens ne ressentent rien de particulier, et deux, ceux qui ressentent, l'immense majorité des personnes se libèrent de cette façon. Et donc, Rennes, est-ce obligatoire de se faire le traitement Reiki dans le passé pour un praticien de Reiki? Il n'y a rien d'obligatoire dans ce monde, tu le sais bien, vous le savez, rien n'est obligatoire. Mais voulez-vous aller mieux? Si la réponse est oui, alors se débarrasser des souvenirs et des expériences, de la souffrance des expériences du passé est une nécessité. Parce que, rappelez-vous, nos conclusions du passé, nous les vivons aujourd'hui. Et la façon de vivre les événements aujourd'hui détermine et crée notre futur. Ouais. Nos choix d'aujourd'hui sont totalement, ou la grande majorité, sont inconscients. Oui, mais c'est ça qui gère, qui régit notre capacité de co-créateur. Oui, et donc, oui, ça c'est absolument nécessaire. Voilà, donc, pour terminer tout cela, j'ai deux choses à vous dire. Il me semble que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas lu ce livre. Oui, n'est-ce pas? Parce que 218 questions, j'ai l'impression que nous ne sommes pas encore à 218 questions depuis que nous sommes là, quoique on n'est vraiment pas loin. Je n'ai pas compté à chaque jour combien, mais en tout cas, dans les manuels que j'ai publiés et dans ce livre, vous allez trouver beaucoup de réponses. Croyez-moi, ce n'est pas de la publicité que je vous fais. Ça peut avoir l'air, c'est une publicité indirecte, ok, je vous l'accorde, mais prenez-le. Et si vous l'avez déjà lu, alors félicitations, relisez-le. Ça vaut la peine de le relire.
Euh, Passez une bonne soirée.